Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Nous sommes le 22 octobre. Cela fait un an, jour pour jour, qu'Israël bombarde la bande de Gaza. Une opération qui a débuté 15 jours après l'attaque de l'État hébreu par le Hamas. Une guerre qui a bouleversé la donne régionale. Alors que les morts civiles s'accumulent désormais, les assassinats des plus importants dirigeants ennemis d'Israël aussi. Yahya Sinwar du Hamas le 16 octobre, Hassan Nasrallah du Hezbollah le 28 septembre, Ismail Haniyeh du Hamas le 31 juillet. Ce sont les trois plus importantes figures des 30 chefs tués par Israël depuis le début du conflit. La guerre semble virer au règlement de compte. Alors pour donner forme à ce chaos du Proche-Orient, nous recevons le spécialiste de la région, Pierre Conesa. Pierre Conesa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. Question faussement simple pour commencer, Pierre Conesa. Un an de guerre, Tsahal a semblé embourbé à Gaza et l'est peut-être encore, mais a accumulé donc les éliminations, dont celle, je viens de le dire, de Yahya Sinwar à Gaza, dont nous allons voir les dernières images divulguées par l'armée israélienne. Alors, est-ce, selon vous, une victoire ou une défaite pour Netanyahou après un an ? Je crois qu'il faut replacer la crise de Gaza dans un contexte plus large, c'est-à-dire c'est la relation d'Israël dirigée actuellement par Netanyahou contre les Palestiniens, dont la frange la plus radicale est le Hamas. C'est-à-dire qu'on a un champ politique qui est large. Ce qui caractérise la crise de Gaza, c'est que ce sont deux extrémismes l'un face à l'autre. Le Hamas, qui après avoir gagné les élections, finalement s'est consolidé au pouvoir à Gaza, qui a déclenché cette effroyable attaque du 7 octobre, qui a consisté à prendre des otages. Et puis la réplique de Netanyahou qui, depuis un an, bombarde. Et rappelez-vous que bombarder, ça veut dire, ça pas risquer un homme au sol. C'est ce que font les Saoudiens au Yémen, et ça fait des années qu'ils le font, et ça aboutit à rien, sauf à tuer du monde. Donc je ne connais pas les chiffres exacts, puisque vous savez, c'est une guerre de propagande, mais l'autorité, les chiffres donnés par le Hamas sont de 40 000 morts. Donc si on a 1200 d'un côté, 40 000 de l'autre, moi je m'intéresse surtout aux victimes dans les crises. Or là, pour le moment, on ne peut pas dire qu'Israël soit victorieux. Il tue. Macron a eu au téléphone Netanyahou le 19 octobre, hier. Il a demandé que l'ONU joue tout son rôle pour le retour des populations civiles à la frontière libanaise, puisque évidemment le conflit s'est métastasé, et que la mort de Yahya Sinwar était, je cite, l'occasion d'entamer une nouvelle phase de négociation afin d'établir un cessez-le-feu à Gaza, obtenir la libération de tous les otages et permettre un acheminement massif de l'aide humanitaire. Emmanuel Macron, le président français, n'émet-il pas un certain nombre de vœux pieux ici ? Oui, mais cela dit, c'est sa fonction. Je veux dire, il va pas envoyer des troupes là-bas. Donc, il ne peut que rappeler la position de la France, qui a toujours été plus équilibrée que celle des États-Unis pour ce qui concernait ce régime. Cela dit, moi, j'aime beaucoup revenir sur le temps long, parce que vous avez dit une trentaine d'assassinats. Moi, je rappellerai qu'en 1947, il y a un individu qui était le comte Bernadotte, qui était là pour l'ONU pour essayer de faire le plan de paix en Palestine, qui va être tué par le groupe Stern. Il y aura d'ailleurs un officier français aussi qui va être tué. Et le patron du groupe Stern va devenir 2 fois Premier ministre d'Israël. Donc on ne vient pas nous donner des leçons sur l'utilisation du terrorisme dans les crises internationales. Bon, il faut le rappeler de temps en temps, parce que sinon on a tout à coup les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Ça ne remet pas en question la nature démocratique du régime israélien, qui est le seul dans la région. C'est le seul. Et on avait un processus qui semblait effectivement en bonne voie, qui était la reconnaissance d'Israël par les pays du Golfe, par les pays du CCG. Et je suppose que dans la tête des Palestiniens, l'idée de créer une crise inhumaine était le seul moyen de ramener tout le monde à ses positions d'origine. Donc, si vous voulez, quand je dis qu'il y a deux extrémismes l'un face à l'autre, c'est qu'on a tout à la fois, du côté du Hamas, effectivement, la volonté de poursuivre, si vous voulez, cette crise. Et du côté juif, il ne faut pas oublier que vous avez des juifs radicaux qui continuent à coloniser la Cisjordanie. Et évidemment, les médias s'y intéressent pas, puisque c'est Gaza qui occupe le champ. Et ces gens créent des colonies sauvages en Cisjordanie, dans l'autorité palestinienne, avec des routes protégées et réservées à l'armée, et qu'à chaque fois qu'il y a un Palestinien qui est tué là-bas, il fait moins de bruit qu'un Palestinien tué à Gaza. Donc, moi, encore une fois, c'est le champ large qui m'intéresse. On en est, je crois, à peu près à 500 morts, me semble-t-il, en Cisjordanie depuis octobre, depuis un an. Donc, vous voyez que finalement, quand une crise est de basse intensité et qu'il n'y a pas d'intellectuels pour se mobiliser, vous pouvez tuer tranquillement. Nous allons revenir justement sur ce complexe militaro-intellectuel que vous évoquez, sur lequel vous avez écrit. Pour en revenir à la France a, depuis un an, beaucoup hésité. On a le sentiment, on se rappelle l'idée de Macron, il y a 6 mois, 1 an, d'une coalition internationale contre le Hamas à l'image de celle contre Daesh. Et Macron a plus récemment demandé l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, donc le 5 octobre dernier. Comment expliquez-vous ce va-et-vient permanent ?
Parce que tous les éléments bougent en même temps, donc c'est très difficile d'avoir une position constante, sauf d'appeler au cessez-le-feu, ce qui est la ligne logique, de penser que l'ONU pourrait retrouver une espèce de fonction sur le sujet, mais on voit bien que même les forces de la FINUL ne sont pas préservées aujourd'hui dans la guerre. On a des camps, et puis on a aussi des humanitaires qui sont parfois visés par des bombardements. Donc on se rend bien compte qu'on est dans une espèce de machine infernale. Et je voudrais pas être à la place du président de la République pour essayer d'énoncer les grandes lignes, si vous voulez, d'un processus de règlement. Il a essayé de téléphoner à Netanyahou, mais encore une fois, moi, je connais pas Netanyahou personnellement, mais enfin, l'individu ne me donne pas le sentiment d'être un grand démocrate humaniste. Et un négociateur particulièrement difficile, semble-t-il. Donc, nous le disions, 30 dirigeants ennemis ont été tués, en plus d'ailleurs des 1500 cadres du Hezbollah blessés par l'explosion de leur beeper le mois dernier. En riposte, la villa de Netanyahou a été visée par le parti chiite libanais il y a 3 jours. Alors je vous propose de revenir sur cet épisode. Des agents de l'Iran ont tenté de m'assassiner, mon épouse et moi. Ils ont commis une grave erreur, a déclaré Benyamin Netanyahou le 19 octobre, à la suite d'une frappe de drone sur sa villa à Césarée, non loin de Tel Aviv, alors qu'il était absent. L'appareil sans pilote a été tiré par le Hezbollah depuis le Liban, a indiqué dans un communiqué la mission iranienne à l'ONU, citée par l'agence IRNA. En dépit de la chape de plomb informationnelle en Israël, les médias ont évoqué que le drone avait atteint sa cible et provoqué quelques dégâts. Je dis aux Iraniens et à leurs partenaires de l'axe du mal, quiconque fait du mal aux citoyens de l'État d'Israël paiera un prix élevé pour ça, a encore averti Netanyahou. Une menace qui fait craindre le pire alors qu'Israël n'a toujours pas riposté depuis la salve de 200 missiles balistiques iraniens le 1er octobre dernier. Évidemment, depuis un an, il y a toujours l'ombre de l'Iran dans ce conflit. La crainte de l'escalade est lancinante, donc depuis un an. Elle a déjà presque eu lieu, des frappes donc au début du mois. Y croyez-vous, Pierre Conesa? Netanyahou visera-t-il aussi les installations nucléaires iraniennes, selon vous? Je pense que ce serait un exercice extrêmement risqué parce que quand on parle des dossiers nucléaires, si vous voulez, il est toujours facile de dire tel pays est au seuil, est un pays du seuil. Bon. Avant de franchir le seuil, il y a un certain nombre d'indicateurs, si vous voulez, qui sont visibles. Il faut faire des essais, il faut trouver un vecteur pour le transporter, etc. Donc le fait d'être annoncé qu'un pays du seuil ne veut pas dire que c'est la capacité de faire une arme nucléaire. Mais évidemment, l'intérêt de l'accusation d'être un pays du seuil, c'est que ça vous désigne, si vous voulez, comme à cette fonction de police internationale pour laquelle on va renvoyer les responsabilités aux 5 membres permanents en disant, regardez, le seul pays qui effectivement ait franchi le seuil hors de traité de TNP, c'est la Corée du Nord, qui a effectivement la possibilité, qui a fait des essais, etc. Bon. Mais donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où la guerre de l'information est extrêmement importante, et évidemment on a tendance à accorder plus de crédit à Netanyahou quand il parle que quand on entend un mollah iranien expliquer pourquoi Dieu les protège et pourquoi effectivement. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où il faut garder la tête froide. Le cas de ce drone iranien est très intéressant parce que vous voyez d'un côté tout ce que sont capables de faire les Israéliens avec les beepers, et d'un autre côté, vous avez un drone lancé par le Hezbollah qui touche la villa de Netanyahou alors qu'il n'avait ni l'information, qu'il ne savait pas s'il était là, s'il n'était pas là, etc. Bon. Donc vous voyez qu'on est quand même dans 2 pointures totalement différentes. Et ça, je voudrais qu'on le garde en tête quand même. Même si l'on évoque les frappes balistiques du début du mois d'octobre, vous pensez qu'Israël a une supériorité technologique et a donc confirmé cette supériorité technologique? Ah ben oui, bien entendu. Bien entendu, elle le confirme d'ailleurs tous les jours. Hein. Aucun des pays qui traditionnellement soutenaient les Palestiniens, arabes, n'avait envie de s'engager, si vous voulez, dans cette crise. On le voit. Même les Égyptiens, si vous voulez, ont plutôt tendance à fermer la frontière à Gaza qu'à accueillir les réfugiés parce qu'ils savent que les Gazaouis qui vont arriver sont aussi un facteur de déstabilisation dans des régimes qui sont très instables. Les pays du Golfe, n'en parlons pas. Bon, l'Arabie Saoudite n'est pas très accueillante. Donc, vous dites qu'il y a une forme d'hypocrisie régionale sur le dossier gazaoui. Ah, vous voulez dire que c'est un axe politique, l'hypocrisie dans la région quand même. C'est quelque chose de fascinant. Et donc, les Palestiniens avaient le risque très grave de se retrouver seuls, puisqu'il y avait ce processus de normalisation, les accords d'Abraham, etc. Et le seul pays qui restait défenseur des Palestiniens, c'était l'Iran.
Bon, l'Iran n'est pas frontalier. Donc vous voyez qu'on est dans des situations extrêmement complexes. Et l'Iran, évidemment, il faut lui garder une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est la dimension religieuse. L'Iran est le leader du monde chiite, si vous voulez, et l'Arabie saoudite, le leader du monde sunnite. Et donc que le seul pays chiite continue à être le défenseur des Palestiniens lui donne évidemment un avantage diplomatique gigantesque. C'est pas les Saoudiens qui vont s'engager à défendre... Vous savez, les Saoudiens, ils n'ont jamais fait la guerre à Israël. Ils l'ont fait une fois en 67, ils ont envoyé une brigade, est arrivé trop tard, c'est la guerre des 6 jours. Bon, donc ils n'ont même pas ce passif, si vous voulez. Donc vous voyez, ce décalage dans le temps long est extrêmement important à comprendre. Et malheureusement, là, on a une machine infernale où on a encore une fois 2 extrémismes face à face. Et on peut toujours essayer de téléphoner à Netanyahou, je ne suis pas sûr que ce soit plus facile que de convaincre le chef du Hamas d'arrêter. Vous évoquez l'Iran, l'importance de la cause gazaoui ou palestinienne pour l'Iran. N'avez-vous pas le sentiment que l'Iran est en perte de vitesse maintenant que justement certaines faiblesses ont été soulignées ? Vous savez, de toute façon, l'Iran, il faut le garder à l'esprit, c'est une civilisation autant qu'un pays. Hein. C'est extrêmement important à comprendre. Ça a été un grand empire, si vous voulez, dans la tête de tous les Iraniens. L'identité iranienne, perse, si vous voulez, est une identité très puissante. Et donc, c'est ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays arabes de la région, qui sont des états de constitution soit assez récentes, soit qui sont des espèces de nains politiques comme l'Arabie saoudite, qui ne vit que sur son atout des lieux saints, etc. Bon. Donc, quand on pose la question en ces termes-là, c'est-à-dire que l'Iran s'affaiblit, ça dépend sur quel thème. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, la caractéristique du monde arabe, c'est qu'il y a une guerre sunnite-chiite, et c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en tête, parce que si vous faites le tour, entre l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, Bahreïn, l'Égypte, le Nigeria, vous avez une guerre sunnite-chiite. Et cette dimension-là est certainement dans la tête des leaders iraniens. Parce qu'encore une fois, si vous voulez, si effectivement les leaders sunnites manquent à leur devoir à l'égard de la Palestine, il y a évidemment une carte à jouer. Donc je ne sais pas si je le mesurerais en termes d'affaiblissement. Encore une fois, la politique extérieure iranienne n'est pas obligatoirement la traduction de l'état réel du pays. Parce que concrètement, face à la crise au Proche-Orient, à Gaza, au Liban, évidemment l'Iran s'est engagé, évidemment l'Iran est aux avant-postes de la défense de la cause palestinienne, mais c'est pas... Évidemment, l'Iran a frappé à 2 reprises Israël, mais ne s'est pas engagé outre mesure. Non, absolument. Non, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que les Palestiniens servent, si vous voulez, de marionnettes aux pays de la région, hein, pour expliquer que la cause palestinienne est une cause sacrée. Quand il y a eu le grand mouvement de démocratisation dans le monde arabe, la plupart des dictatures ont répété, se sont opposées à ces mouvements populaires en expliquant que la cause sacrée, c'était la défense de la Palestine. Donc vous voyez ce genre d'argumentaire pour expliquer qu'on ne peut pas faire la démocratisation parce qu'on est pays quasi en guerre, alors qu'en fait, il n'y a pas de guerre. Vous avez eu ce même fait le réflexe en Algérie, vous l'avez effectivement dans tous les pays de la région. Parce que, encore une fois, les Palestiniens sont un phénomène perturbateur. Le plus grand massacre de Palestiniens, rappelez-vous, c'est Septembre Noir, c'est la Jordanie. Vous voyez, je veux dire, quand on a ce passé-là, on se dit, il faut effectivement lire avec beaucoup de modération toutes les déclarations guerrières, sachant que derrière, il n'y aura pas d'engagement. Et par contre, les Palestiniens ont de bonnes raisons de penser qu'ils sont aujourd'hui abandonnés par tout le monde. D'où le radicalisme. Alors bien sûr, la situation dans la région semble dépendante des États-Unis, qui restent le premier allié d'Israël, qui ont réclamé un cessez-le-feu à Gaza, mais qui n'ont jamais cessé d'armer l'État hébreu. Les médias anglo-saxons font fuiter des disputes entre Netanyahou et la Maison-Blanche, mais Biden n'a jamais pris de décision, disons, disciplinaire vis-à-vis du Premier ministre israélien. Pourquoi, à votre avis ? Je crois qu'effectivement, cette question est d'autant plus importante que ça insiste, si vous voulez, sur une dimension de la politique extérieure qu'on n'utilise pas assez, qui sont le phénomène des diasporas. Les diasporas, si vous voulez, sont des entités qui sont organisées et qui ont une double identité. Bon, vous connaissez l'AIPAC, c'est-à-dire l'Association des Juifs israéliens et des Juifs américains, qui est une association extrêmement puissante et qui souvent fait un apport de voix, si vous voulez, dans le camp démocrate, etc. Bon. Mais on a tous des diasporas qui, évidemment, tentent de peser dans la politique extérieure du pays auquel... Là, en l'occurrence, la minorité arabe, enfin musulmane aux États-Unis, s'est mobilisée dans les élections présidentielles américaines pour faire pencher la balance du côté gazaoui. Oui, mais ça n'a pas ce degré d'ancienneté et d'organisation qu'a l'AIPAC. Donc, ce phénomène-là, j'attire votre attention sur ça parce que c'est un phénomène qu'on ne prend pas suffisamment en compte. C'est-à-dire que dans les variables de ce complexe militaro-intellectuel, vous avez aussi le poids joué par les diasporas. Donc, on le voit effectivement, nous on le voit chez nous.
Aujourd'hui, nos rapports au Maghreb est un rapport compliqué. Selon que vous êtes en discuter avec la diaspora marocaine, avec la diaspora algérienne, vous voyez bien combien on a des positions qui sont difficiles à expliquer aux uns et aux autres. Donc, c'est une des caractéristiques de la mondialisation. Aujourd'hui, vous avez partout les Pakistanais en Angleterre, etc. Donc, c'est un sujet. Alors, cela dit, ce qui fait l'originalité de cette situation, c'est que l'AIPAC, pour la première fois, s'est distancié de Netanyahou. C'est-à-dire que l'organisation juive américaine n'a pas exprimé son soutien absolu, comme c'était le cas la plupart du temps, parce que justement, ils estiment, comme d'autres, que Netanyahou est un radical et que c'est certainement pas un facteur de paix. Bon, cela dit, faire un facteur de paix entre le Hamas et Netanyahou, je ne sais pas quel diplomate serait capable de le faire. Donald Trump a révélé, d'ailleurs, le 19 octobre dernier, avoir eu un entretien avec le Premier ministre. Je cite, « Biden dit à Bibi Netanyahou, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais Bibi m'a dit qu'il ne l'écoutait pas, si bien qu'ils, donc les Israéliens, sont dans une bien meilleure position désormais, » a donc proclamé le candidat républicain. Trump est un pacifiste sur le front ukrainien, mais beaucoup moins, semble-t-il, sur le front israélien, et donc iranien. Je rappelle d'ailleurs qu'il avait ordonné l'exécution du général iranien Soleimani, il y a plusieurs années, et rompu le traité sur le nucléaire iranien. Doit-on craindre un revirement si Donald Trump est élu dans quelques semaines ? Je dois dire que bien fou celui qui arriverait à prévoir ce que ferait Trump s'il était élu. Je vous rappelle que lors de sa première campagne électorale, il avait insisté sur la dangerosité de l'Arabie Saoudite et il fait son premier voyage officiel de président en Arabie Saoudite. Donc le personnage, si vous voulez, est véritablement un type totalement imprévisible qui est vraiment capable de n'importe quoi. Vraiment capable de n'importe quoi. À mon sens. Du meilleur ou du pire quand vous dites n'importe quoi ? Les deux. C'est-à-dire qu'il est capable du pire. Si c'est le meilleur, tant mieux, mais si c'est le pire. Je crois que c'est un type qui n'a pas d'expérience politique au sein, et a fortiori d'expérience diplomatique, et qui effectivement ne pense, comme d'ailleurs c'est souvent le cas des leaders des mondes démocratiques, à l'influence intérieure, si vous voulez, de leur posture extérieure. Et effectivement, s'il se présente aujourd'hui comme le défenseur d'Israël, il espère avoir les voix de la communauté juive, mais sans probablement que ça préjuge de ce qu'il ferait s'il était au pouvoir. Encore une fois, il fait partie de ces variables que porte de temps en temps l'élection américaine, qui n'est pas un système, si vous voulez, très structuré sur le plan politique, sur le plan des partis politiques. Personne n'attendait Trump, si vous voulez, jusque-là. Or, effectivement, il a déjà exercé un premier mandat, puis ensuite il a été battu. Alors ça veut dire que le corps électoral américain n'est pas capable d'arbitrer, si vous voulez, entre Biden, qui était quand même déjà à l'aube du troisième âge, et puis Trump, qui est à l'aube de l'asile psychiatrique, quoi. L'asile psychiatrique. J'ai une question difficile. On se demande quelquefois si Israël sera en mesure de survivre, entouré d'ennemis, avec cette politique de l'escalade menée par Netanyahou. C'est une question qui me paraît très importante et sur laquelle il y a des voix israéliennes qui s'expriment, encore une fois, en disant... il y avait eu déjà des accords de paix, rappelez-vous, l'autorité palestinienne, des accords de Camp David, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des modalités de paix, mais effectivement, rappelez-vous que dans toute l'histoire, quand on a découpé un État en deux morceaux, c'est ce qu'a fait avec les Palestiniens, avec la Cisjordanie et Gaza, en général, ça n'a pas tenu la distance. Rappelez-vous le couloir de Danzig avec l'Allemagne. Il y a beaucoup d'exemples comme cela, si vous voulez, qui étaient des espèces de demi-mesures qui n'ont pas résisté à l'érosion du temps. Donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où il y a les modalités de la paix ont déjà été posées, avec évidemment une importante pression exercée par les Américains. Et avec la volonté de faire apparaître dans le corps politique israélien une force de paix. Or, Netanyahou, aujourd'hui, a une assise, qui encore une fois est une assise dont la partie la plus extrême sont les Juifs radicaux, ces Juifs radicaux qui colonisent la Cisjordanie, puis ces Juifs radicaux qui sont dans une position exactement analogue à celle des salafistes. Cette terre nous a été donnée par Dieu, et donc on va la reprendre. Difficile de négocier avec des gens comme ça. Il y a un an, vous avez été invité sur LCI, me semble-t-il, et vous avez accusé Benjamin Netanyahou de mener une politique qui risquait l'épuration ethnique à Gaza. Oui, cela vous a valu quelques inimitiés. Oui, on était au début de la guerre, et c'est le moment où Netanyahou donne instruction à 1 million de Palestiniens sur une bande qui, je le rappelle, fait 40 km de large. C'est plus petit que le territoire de Belfort. À 1 million de Palestiniens de partir vers le sud. Bon. Ça s'appelle de l'épuration ethnique, quand on est sur un territoire comme celui-là, sachant que l'Égypte ferme sa frontière. Et alors, les interlocuteurs qui étaient autour de la table me disent « oui, mais c'est pour les protéger ». Je leur dis « oui, comme ça, ils pourront rentrer dans leur maison détruite, ce sera très agréable pour eux ». Donc, quand on est dans ce genre de décision, on peut présenter ça comme une décision humanitaire,
Bon, il ne faut pas se moquer du monde, c'est pas vrai. C'était véritablement la volonté de pouvoir bombarder comme ils le souhaitaient. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Alors, on est face à cette situation où, quand je l'ai dit trop tôt. Si je le disais aujourd'hui, on me dirait oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, depuis ce moment-là, effectivement, il y a un certain nombre de radios qui ne m'invitent plus. Et une fois, j'ai été... Vous avez le sentiment d'être banni? Ah bon, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, j'en vis très bien, ça ne me gêne pas. Mais c'est amusant parce que la technique, comme ça, l'instruction n'était pas descendue dans la hiérarchie. J'étais souvent appelé en disant, est-ce que vous êtes libre demain, là? J'ai dit, oui. Et puis le lendemain, il me rappelait en disant, excusez-nous, on a changé de sujet. Bon. Alors un beau jour, j'ai appelé le directeur d'antenne en lui disant, écoutez, bon, si vous me bannissez, je veux bien, mais dites-moi pourquoi. Et le type me dit, non, mais vous savez, les chaînes d'infos, on est obligé de changer en fonction de l'actualité, etc. J'ai dit, écoutez, je mène 7-0, donc je peux considérer qu'effectivement, ma position est légitime. Voilà, c'est tout. Bon. Une position légitime. Concernant le Liban, les choses s'aggravent tout en disparaissant du radar à la fois politico-médiatique. Doit-on s'inquiéter pour le Liban? Ah oui, absolument. Et je pense que d'ailleurs, Macron a été d'autant plus sensible que la guerre s'étendant au Liban. On a quand même un lien très particulier avec le Liban. N'oubliez pas que c'est quand même le seul pays multi-religieux et multi-ethnique de la région. C'était le seul qui avait réussi à faire équilibrer une espèce de démocratie avec un partage des pouvoirs entre sunnites, chiites, chrétiens, etc. Or, ce pays a été détruit. D'abord parce qu'on l'a obligé à accueillir des Palestiniens. Vous aviez dans le sud du Liban des camps palestiniens que j'ai visités. Et encore une fois, le Liban n'y pouvait aimer. Or, ensuite, il y a eu la guerre civile. Ensuite, il y a eu tous ces événements. Donc, le Liban est un pays martyr. Bon, je comprendrais que le président français tape sur la table pour la sécurité du Liban. Il n'y a pas que la sécurité d'Israël. La France a encore... Bon, le Liban a en effet été la porte d'entrée de la France au Proche-Orient pendant des décennies. Vous pensez que la France a encore suffisamment de poids au Liban et vis-à-vis d'Israël pour empêcher une véritable escalade? Visiblement, la France n'a pas réussi à empêcher le tapis de bombe sur le Liban depuis quelques semaines. Non, bien sûr. De toute façon, encore une fois, la décision, ce serait d'envoyer des troupes, mais je ne pense pas qu'on le fera. Mais par contre, rappelez qu'effectivement, le Liban, toute la communauté libanaise n'y est pas pour quelque chose dans ces heures de frontières. Quand on bombarde le centre de Beyrouth, c'est pas la communauté chiite qu'on vise. Bon, moi, j'ai des amis qui sont effectivement au Liban, et quand ils me racontent ce qu'ils reçoivent, je peux vous dire que c'est pas les chiites qui sont menacés. C'est le Liban en entité. Donc, est-ce que la solution visée par Netanyahou n'est pas de faire éclater encore une fois ce pays? L'argument que l'on entend régulièrement de la part des partisans d'Israël, c'est que Netanyahou, ou en tout cas Israël, serait en train de libérer le Liban de l'influence de l'Iran. Écoutez, qu'ils le disent. Il faudrait qu'ils aillent quand même de temps en temps. Qu'ils aillent en Iran et qu'ils aillent au Liban. D'abord pour comprendre comment raisonnent les Iraniens et ensuite comment les Libanais vivent cette situation. Encore une fois, ce sont des pays qui ont subi la création d'Israël. Quand les Palestiniens sont partis, vous savez, la création d'Israël a créé une jurisprudence diplomatique sur laquelle je travaille en ce moment. C'est ce qu'on appelle la géographie mémoriale. La géographie mémoriale, c'est on vient chez vous en vous disant il y a 2500 ans, mes ancêtres habitaient chez vous, prenez vos affaires et partez. Il y a quelques régions dans le monde qui fonctionnent comme ça. Regardez la crise du Haut-Karabakh, les Arméniens qui disent le Haut-Karabakh, il y a 2000 ans, c'était, etc., etc. Bon. Le fait qu'il y a eu entre-temps les Turcs, les Azéris, etc., ça importe peu. Cette géographie mémorielle est souvent celle des radicalismes en disant, regardez, la terre promise par Dieu, c'est d'un fleuve à l'autre. Un fleuve à l'autre, ça dépend. Si vous prenez le Nil et l'Euphrate, vous voyez à peu près l'extension d'Israël. Si vous prenez la Litanie et puis les fleuves du nord du Liban, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes... Donc cette géographie mémorielle, qui est un argumentaire souvent de revendication territoriale, est rappelez-vous, nous, l'Alsace-Lorraine. On a refait de guerre avec les Allemands à cause de ça. Bon. Donc cette géographie mémorielle est une géographie qu'il faut prendre avec distance. On l'a couronnée avec la création de l'État d'Israël en 1947, mais rappelez-vous qu'avant-guerre, avant la Shoah, il y avait 2 plans pour exporter les Juifs. Il y en avait un en Ouganda et puis il y en avait un autre à Madagascar. Quand Hitler a envahi la France, il dit, finalement, les Juifs, on pourrait les exporter à Madagascar, puisque la France était soumise. Donc là, il y a une grande terre. Encore une fois, on ne se demandait pas ce que les Malgaches pouvaient penser de tout ça. Mais quand on revient a posteriori, si vous voulez, sur cette époque où l'Occident dirigeait le monde, on a quelques aberrations historiques qu'il faut rappeler, quoi. Quelques aberrations historiques à rappeler et se méfier de la géographie mémorielle. Peut-être allons-nous en reparler de ce que vous êtes en train de dire. Mais en tout cas, ce sera le mot de la fin. Pierre Conesa, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette émission. Merci et bonsoir à tous. Merci à vous.